Tiens, vous voyez tous là, je vous en... Le mec que vous voyez là, c'est Oussama Ammar, la star des années 10 de l'entrepreneuriat à la française. Oussama vous en tous, et il part avec la caisse. Enfin, c'est ce dont il est accusé. Pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, il est innocent. D'après ses anciens associés de The Family, le célèbre incubateur fonds d'investissement, il aurait soutiré 3 millions d'euros et aurait fait un tour de magie avec. C'est pas Gérard Majax ce soir, Madame Le Pen. 10 ans de vie, 3 millions, c'est quand même pas grand chose par rapport à tout ce que j'ai créé. Oussama adulé est devenu Oussama l'ordure. Alors, va-t-on tirer sur l'ambulance dans cette vidéo comme beaucoup le font? Bah, lui, il pensera sûrement que oui, mais pas vraiment en fait. Par contre, on va rembobiner le film et analyser un peu comment on est arrivé là. Oussama Ammar a toutes les caractéristiques de ce qu'on peut appeler un gourou. Et c'est cet effet gourou autour de sa personne qui a porté le succès de l'entreprise The Family. Je peux vous en parler en connaissance de cause, parce que en 2015, avec ma startup LP, les applis s'appellent Uber, Airbnb ou encore LP. Argument d'autorité. On est rentré à The Family justement. Oussama était la star absolue de l'écosystème Startup FR et The Family clairement the place to be. Donc je pense pouvoir bien éclairer tout le parcours d'Oussama et de la société The Family depuis le moment où il émerge sur internet en 2013 jusqu'à aujourd'hui. Pour la bonne raison que j'ai fait partie de ces adeptes virtuels derrière YouTube, puis j'ai appliqué ces préceptes comme parole d'évangile et j'ai même réussi à rejoindre le sanctuaire pour m'approcher du grand pop. Comme pour beaucoup, Oussama a donc été mon gourou. Puis pas mal de choses m'ont fait relativiser la pertinence de sa parole. Pour te dire, Tony Hawk, le champion du monde, il est arrivé, il a vu l'état du truc, il a fait... Voilà, je te le dis, c'est la meilleure rampe que j'ai vue de toute ma vie. Et j'ai fini par comprendre comment tout ça fonctionnait. Cette vidéo va donc être absolument objective, comme toujours d'ailleurs. Et surtout, grâce à Oussama, on va encore apprendre des trucs. Avant tout sur la mécanique de l'effet gourou, qui existe depuis toujours certes, mais qui a pris une toute autre tournure depuis l'avènement des médias internet. Oussama étant, comme il le dit lui-même, un pur produit internet. Je dois toute ma fortune à YouTube. Par conséquent, pour m'aider à faire cette vidéo, j'ai fait appel aux meufs de la chaîne du même nom, Produit Internet, qui vont intervenir pour éclairer le personnage sous l'angle YouTube Game. Salut Yann, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, difficile de faire plus produit internet qu'Oussama Ammar. C'est un personnage très intéressant à analyser à travers cette perspective. Ensemble, on va retracer toute l'histoire d'un illustre gourou d'internet pour comprendre comment ça a fonctionné, comment il est passé de génie à ordure. Il s'est passé quoi, bordel? J'avais un putain de respect pour ce mec jusqu'à ce qu'il trahisse son audience. Et surtout, comment ça va continuer à fonctionner comme ça à l'avenir. C'est parti. Look at me smoking indoors. I didn't ask anybody, I just did it. What are they gonna do? Kick me out before I get the prize? No, nigga, this is called leverage. Voilà la définition de leverage par Dave Chappelle. L'influence, le pouvoir, appelez ça comme vous voulez. Historiquement, ce qui permet le leverage, c'est 1. L'argent, 2. Des ressources humaines, comme une armée de soldats, de travailleurs, des muscles. Et puis, il y a l'influence rhétorique. La capacité à convaincre, à embarquer, à engager des gens dans un mouvement. Le genre de leverage que maîtrise au mieux Oussama Ammar. Il avait atteint un tel niveau d'influence qu'à sa période faste, j'ai vu pas mal de gens très puissants boire ses paroles et lui cirer les pompes sévèrement. Des gens qui disent sûrement aujourd'hui « je savais qu'il y avait un truc louche avec ce type ». Mais ça a été possible que grâce à des canaux de communication pour diffuser ses idées. Il y a 500 ans, bien sûr, ça aurait été beaucoup plus dur. Il aurait fallu la jouer le prince de Machiavel et s'adosser à des gens puissants avec de l'argent et des ressources. Voilà pourquoi, pendant très longtemps, les 3 types de leverage étaient interconnectés en fait. Évidemment, avec la technologie, une 4e forme de leverage est apparue. Une scalabilité de la distribution extrême due à Internet et aux plateformes sociales de contenu. Et tout ça a bien rebattu les cartes du leverage. Parce qu'aujourd'hui, on peut se créer un leverage énorme en partant de rien, sans argent, sans armée. Le genre de leverage qu'Oussama a réussi à créer. Un leverage qui sert quasiment d'ascenseur social. Car une fois monté à l'étage supérieur du leverage, on peut toujours le monétiser en fait. Et donc l'échanger contre argent et ressources humaines. Et même mieux, quand quelqu'un atteint un certain niveau de leverage, c'est-à-dire que les gens qui le suivent sont suffisamment nombreux pour que ça joue sur le biais cognitif de la preuve sociale, c'est là qu'il devient de plus en plus simple de faire adhérer de nouvelles personnes. Car les preuves d'engagement des autres personnes sont perçues comme des démonstrations de leverage. Et face au pouvoir, l'être humain, il est par nature admiratif ou jaloux, et le plus souvent arrête d'être raisonnable et rationnel. Les gens qui ont ce leverage deviennent magnétiques. Dave Chappelle fume dans un théâtre, ce serait un inconnu, il serait fait virer par la sécu, et devant le regard dégoûté des spectateurs. Mais là non,
On applaudit. Le jeu du leverage, c'est donc un jeu qui est plus dur au début, mais qui à mesure bénéficie d'effets cumulés. Un jeu qui ressemble beaucoup à des mécaniques growth marketing d'ailleurs, on va en reparler. Un jeu auquel Oussama a joué sûrement depuis tout petit. Certaines personnes ont naturellement plus de capacité à fédérer autour d'eux, et quand très tôt il a réussi à identifier les mécanismes d'influence en action, quand il a commencé à identifier les leviers qui marchent le mieux sur les autres, et qu'il a compris ce que les gens attendaient de lui, il a pu muscler son jeu. Mais alors, comment il a construit son leverage? Principalement d'abord sur la différenciation avec les autres acteurs du marché. Et c'est quoi au juste le marché avant qu'Oussama arrive en 2013? À quoi ça ressemble l'écosystème startup? Bah moi je me rappelle très bien. Ça ressemblait un peu à un salon d'assureurs en vrai. Le genre de gens qui commencent leur post LinkedIn par cher réseau. Avec des événements souvent organisés par des incubateurs, affiliés à la BPI. Transformer des idées en de l'activité, de l'emploi. Adossés à une banque, à Orange, des trucs comme ça. We Are Innovation, c'est nous tous, les startups et c'est BNP Paribas, tous ensemble. Tout ça dans une ambiance assez institutionnelle, avec des intervenants en chemise et veston, qui viennent expliquer comment il faut faire pour monter une boîte. Très scolaire et surtout dans la retenue. Et ça, c'était chiant. Ne surtout pas dire ce qu'on sait sur un sujet et dire le minimum syndical. Et même au-delà de ça, les conseils qu'on entendait étaient souvent un peu moyens quand même. 1. Faire un produit, 2. Faire un business plan, 3. Chercher des investisseurs. On est loin de la Silicon Valley, loin de Marc Andreessen et de la recherche du product market fit, très loin du modèle art de Dave McClure. Alors aujourd'hui, c'est des concepts qu'on entend partout. Mais à l'époque, c'était « Commence par faire un business plan sur 3 ans, Coco ». Quand les premières vidéos d'Oussama arrivent sur YouTube en 2013, c'est l'opposé de tout ce que j'ai énoncé juste avant. Les entrepreneurs ne cherchent pas de feedback de légitimité, ils cherchent du feedback marché. Qu'est-ce que j'appelle un feedback de légitimité? Bah notamment, c'est me demander mon avis. Petite pique gratuite. On a un personnage haut en couleur, avec une bonhomie radicale, qui attire la sympathie, et avec des attributs de branding bien identifiés et différenciants. Il balance des concepts qu'on n'a jamais entendus. Si elle a un product market fit, ou si elle l'a pas. Il raconte les coulisses de succès mondiaux qu'on admire tous, avec toujours une tonne d'exemples. Il se place en opposition claire avec le reste de l'écosystème startup, dans ce qu'il dit et dans ce qu'on perçoit de son personnage et de ses actions. Pour expliquer son positionnement radicalement différent, j'aimerais bien faire appel au concept de MVP, pour Minimum Viable Brand. Une sorte de mini plateforme de marque qui vous permet d'avoir une stratégie de branding et de positionnement clair sur un marché. Le MVP, c'est des valeurs, des ennemis, des armes, une mission, tonalité et apparence. Le branding, pour schématiser, c'est ce que les gens disent de vous quand vous quittez la pièce. Autrement dit, c'est ce qu'ils réussissent à percevoir de vous. Bien entendu, on en parle pour une marque, mais en vrai, ça s'applique à tout. Une marque, une personne, un club de foot, un pays, ça marche partout. Bah oui, la France, par exemple, elle a un branding. Quand on prononce le mot France à l'étranger, il y a un imaginaire d'association d'idées qui vient dans l'esprit des gens. Croissant, cheese, cigarette. Des attributs de marque qui émergent immédiatement. Des brand assets. C'est pareil quand je vous dis Oussama Ammar. Vous avez immédiatement des attributs qui vous viennent. Donc que vous vous exprimiez devant 3 personnes à la fête des voisins, ou que vous preniez la parole publiquement pour un projet important, vous exposez un branding, que vous le vouliez ou non. Et si vous avez un projet, un agenda, tant qu'à faire, ce serait pas mal d'essayer de maîtriser ce branding. Car dans ce que vous proposez, dans le mouvement que vous essayez de créer, il y a 2 messages. Le message que vous pensez délivrer, et le message perçu qui émane de votre branding. Dans les premières vidéos d'Oussama qu'on regarde, on perçoit donc des éléments de branding évidents. À commencer par l'ennemi, l'écosystème startup toxique en France, qui nous empêche nous, les entrepreneurs, de faire de choses incroyables, de devenir des licornes. En France, donc on l'apprend pas à l'école, on l'apprend pas à l'université, on l'apprend pas dans les grandes écoles, et en plus on l'apprend pas dans les grandes écoles de commerce. Si vous avez besoin de babysitter les gens, si vous avez besoin de leur enlever tout le risque et tout ce qui fait qu'un entrepreneur est skin in the game, et ben déjà vous l'avez dénaturé et vous n'avez plus un entrepreneur, mais une sorte d'assisté qui ne fera jamais rien. Et cette incitation, ce skin in the game, est très important à un écosystème entrepreneurial sain. Au passage, si là l'ennemi est plutôt le système, ça l'empêche pas de faire parfois des attaques ad hominem, comme pour le fonds d'investissement Chausson ou la BPI et les aides publiques. Mais de façon générale, à mot couvert, c'est tous les autres acteurs de l'écosystème qui sont en fait un peu des gros nazes, quoi. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai jamais voulu faire de demande de financement à la BPI, ni à aucun organisme de fonds publics pour mes startups d'ailleurs. C'est pour cette raison que je voulais pas avoir affaire à des investisseurs s'ils me demandaient un business plan. Ouais, j'ai été un peu con. Dans la foulée, on comprend que la valeur radicalité est présente. Cela transpire dans sa façon de parler, dans ce qu'il dit. Vous l'avez déjà entendu cette phrase? C'est une phrase que tous les blaireaux qui n'ont jamais fait une boîte dans leur vie disent quand ils veulent donner un conseil à un mec qui essaye. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux prépubères qui donnent des conseils aux puceaux. Et ça, il l'a souvent répété, ça lui vient de la lecture d'un livre qui l'a beaucoup marqué, Rules for Radical de Saul Alinsky. Des règles écrites pour créer un mouvement et générer du leverage contre
un ennemi, tiens. Comme celle-là par exemple. Je crois que celle-là, là, polarisée, Oussama, il l'a bien appliquée. Donc même si Oussama porte en lui un certain goût de l'excès et du radical, l'intérêt de jouer cette carte radicale a bien été conscientisé chez lui. Je suis devenu un personnage polarisant. Après, je l'ai bien cherché, donc je veux pas faire genre... Et pour combattre cet écosystème qui nous veut du mal, eh bien on a des armes dans notre MVB, comme l'accessibilité par exemple. L'accessibilité du personnage, l'accessibilité aux coulisses de la Silicon Valley, de l'écosystème startup français, l'accessibilité à plein de méthodes de pointe. Il connaît tout et il nous dit tout. La tonalité, elle est beaucoup plus familière et cool. L'apparence aussi diffère complètement de l'entrepreneur classique du sérail, veston, école de commerce. Une apparence différenciante qu'il cultive en portant une chaussure de couleur différente par exemple. Pour moi, c'est pas anecdotique du tout. Et la mission qui était répétée, Anyone can be an entrepreneur, une mission clairement d'inspiration, d'empowerment, un branding qui résonne énormément chez des gens comme moi qui, à l'époque, essayent de trouver leur voie dans l'écosystème. Pour vous replacer le contexte, en gros, c'est l'époque où tout le monde veut faire un Facebook. Il y a ceux qui ont commencé mais qui savent pas vraiment ce qu'ils font. Et puis il y a ceux qui sont employés et qui rêvent de quitter leur taf pour monter une boîte. C'est une époque où l'entrepreneuriat devient cool et les startups encore plus. On voit bien l'écosystème startup, mais il semble un peu inaccessible. Et même l'accessibilité de l'information est un problème. Donc pour ceux qui n'ont pas fait d'école de commerce, n'ont pas de réseau et savent pas par où commencer, Oussama semble être le guide idéal dans leur quête. Et c'est ça le principe du branding. Comme chaque personne ne s'intéresse qu'à lui-même, qu'à son propre arc narratif, donc le héros, sa quête et le guide qui va venir l'aider, pour apparaître comme le guide idéal, il faut qu'il soit évident que celui-ci est le seul et l'unique. Celui qui inspire le plus confiance dans sa capacité à guider. Et c'est typiquement ce qu'arrive avec Oussama. D'abord parce qu'il a un parcours singulier, ce qui inspirera encore d'autant plus les personnes issues de minorités, mais aussi parce qu'il sous-entend que si on n'y arrive pas, c'est la faute de l'écosystème toxique. Alors que c'est clair, anyone can be un entrepreneur. Et lui, il ose, il est radical. Et c'est cette radicalité qui est inspirante. Une radicalité qui convainc dans un premier temps par la force de ses affirmations. Puis avec Oussama, on s'aperçoit que finalement, la façon de dire les choses, l'effet escompté, est finalement plus important pour lui que le fond de ce qu'il dit. Il peut dire à un moment un truc avec une certitude absolue et un aplomb incroyable, puis dire le contraire dans une autre vidéo plus tard. Dans la blockchain ou l'intelligence artificielle, ou je sais pas quelle connerie de buzzword. Et ça, on va en reparler. Sur le fond, ce que raconte Oussama, c'est avant tout l'éternel marketing des yéyés. Je prends souvent cet exemple, mais il se répète dans tellement de secteurs différents que c'est une constante dans le marketing en France. Dans les années 50, dans le rock, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et les chaussettes noires, c'était une tentative d'import culturel, de copie d'Elvis. Tout comme aujourd'hui les rappeurs qui, dans l'immense majorité, ne font que copier des tendances, copier des attitudes, copier des flows, copier des textes américains. Et Oussama l'a fait à une époque justement où la France avait un énorme retard. Il a effectivement passé un peu de temps dans la Silicon Valley, il a pu se familiariser avec des concepts, l'état d'esprit, et a fait un peu l'éponge, sans avoir pratiqué le moins du monde, et ça lui pose aucun problème, au moment où il explique dans une vidéo « Do things that don't scale », qu'on pourrait traduire par « Faites d'abord les choses à la main sans effet d'échelle ». C'est évidemment Paul Graham, le boss de Y Combinator, un incubateur de la Silicon Valley, sur le fond. Et c'est ça en gros que Oussama Ammar et The Family essayent d'importer en France, c'est Y Combinator. Mais le marketing des yéyés, c'est le cas dans les startups, mais on le voit aussi chez les TikTokers, les infopreneurs, et c'est aussi très flagrant sur YouTube de façon générale. Prenez les youtubeurs français les plus influents, et bien c'est très facile de trouver la version anglophone qui les a inspirés. Lena Situation avec Best Dressed, Squeezie avec PewDiePie et évidemment Amixem avec MrBeast. C'est un cas passionnant qu'on a détaillé dans la vidéo en feat avec Yann sur notre chaîne, mais on est très habitué à regarder ces situations d'inspiration depuis la France. Certains accusent de manière très virulente ces youtubeurs de copier certains formats aux US. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, la perspective sur ces inspirations est complètement différente. D'ailleurs, devinez qui est-ce que MrBeast a choisi pour promouvoir sa chaîne MrBeast en français en janvier 2022. C'est justement Amixem, le youtubeur qui s'est longtemps défini comme le MrBeast français. S'inspirer des youtubeurs US, ça permet donc à certains youtubeurs francophones de se construire un avantage concurrentiel de premier entrant, en étant les premiers à importer certaines idées sur le marché français. Et en retour, ça permet à des géants US d'arriver second entrant avec ces mêmes idées sur le marché français, en faisant levier sur le francophone qui les a copiés, comme dans le cas de MrBeast, pour pouvoir pénétrer le marché encore plus rapidement. À la différence qu'avec les youtubeurs, cet avantage concurrentiel, il dure pas si longtemps que ça. Et très étonnamment, avec Oussama Ammar, ça a été un avantage concurrentiel pendant des années. Je peux vous le confirmer parce que je l'ai vécu, les têtes d'affiche de l'écosystème startup français
était finalement pas très au courant de ce qui se passait du côté de Y Combinator depuis quelques années. Et les cassos comme moi, qui avions du mal à lire des articles en anglais sans nous concentrer très fort, on avait déjà du mal à identifier quelles étaient les bonnes ressources. Il y avait encore moins le réflexe d'acheter des livres en anglais, comme ça peut se faire naturellement aujourd'hui. Oussama arrive donc avec un stock énorme de concepts à contre-courant, qui avait mis 10 ans à se constituer outre-Atlantique. Et il les balance dans des vidéos devant une audience médusée, tellement c'est brillant, ou plutôt tellement ça a l'air brillant. Deuxième énorme point de différenciation pour Oussama, les associations analogies étonnantes. Au-delà de la qualité de ce qu'on peut raconter en termes de théorie pure, il y a un élément essentiel, c'est l'exemple qu'on va choisir pour illustrer. Parce que c'est ça qu'on retient. It's like if you go to a circus and you see a bear, right, that's kind of interesting, but not that much. If you see a unicycle, that's interesting, but you see a bear on a unicycle, that's really interesting, right? So when you combine things you're not supposed to combine, people get interested. Et il y a plein de phénomènes comme ça. Par exemple, l'écriture et la lecture. Au XVIe siècle... Si je parle de théorie growth marketing et du concept de growth loops, par exemple, ma capacité à intéresser les gens sur le sujet est très limitée. Par contre, si j'applique ces concepts sur le rappeur Jul, je crée une association qui ne devrait pas exister. Ça crée un wow effect, et c'est ça qui crée l'intérêt, l'inspiration chez les humains. Et c'est précisément ce qu'essaie de faire Oussama dans ses talks. Faire des ponts avec une discipline qu'il a découvert la veille, présenter un exemple inattendu, pour un effet forcément différenciant de ce qui peut exister sur le marché du conseil business à l'époque. Je pense qu'Oussama est curieux de nature, mais au moment où il comprend que sa curiosité peut lui permettre d'alimenter ce genre de wow effect, et qu'il peut puiser dans ce qu'il découvre pour placer 2-3 exemples par talk, là ça devient un objectif d'optimisation. Parce qu'il comprend ce qui plaît et ce qu'on attend de lui. Ça donne l'impression qu'il pense toujours out of the box, et ça ajoute bien sûr un sentiment de pertinence. Mais ça, c'est valable justement parce que les autres speakers ne le font pas. Que très peu de monde qui s'exprime en public essaie de maximiser ce genre d'effet. C'est flagrant dans les talks, mais aussi dans les podcasts dans lesquels il intervient. Si vous posez une question à Oussama, il sait que répondre simplement et factuellement est la pire chose qu'il puisse faire. Et voilà pourquoi c'est un bon client. Il va essayer de donner des réponses avec des associations inattendues, qui donnent une autre perspective, qui font réfléchir. Contrairement à la plupart des invités de podcast qui juste répondent aux questions en fait. Mais ça, si on veut maximiser son impact, ça suffit pas. Et ça se travaille, on n'est pas intéressant par nature. Et c'est aussi pour ça que les fans d'Oussama disent qu'il est inspirant. Troisième élément de différenciation, le storytelling, les histoires. Les histoires, c'est ce moyen ancestral et hyper puissant de marquer des esprits. J'en avais parlé dans ma vidéo sur Rolex, mais quand on vous raconte une histoire, le cerveau de celui qui l'écoute va créer de l'oxytocine, la molécule qui déclenche empathie et connexion. On est donc plus réceptif à un message, et l'activité cérébrale s'accroît considérablement. Ce qui fait que selon la loi de Hebb, ça facilite les connexions neuronales et la création d'associations d'idées. Tiens. Autrement dit, c'est pendant les histoires que s'inscrit le plus dans notre cerveau la perception des éléments de branding d'Oussama et sa mission. C'est-à-dire les preuves qu'il s'agit bien du bon guide dans notre quête. Et il en a raconté des histoires. 100% des japonais créatifs quittent le Japon. C'est ça le problème avec les confs en impro, c'est que le volume de conneries racontées est assez énorme en fait. Un jour j'étais avec un type, il a mis 100 000 € dans une bouteille, mais tu dis mais qu'est-ce qui va pas dans ta vie en fait? Et ben tu sais ce qu'il m'a dit? Rencontre ma mère. Alors il y a différents degrés de mythos, on en connaît tous des gens comme ça. Des gens avec qui, à chaque fois qu'on entend une nouvelle version de la même histoire, on découvre toujours des nouveaux détails qui ont été ajoutés. Quand j'avais 16 ans et que je disais à mon beau-père de l'époque que j'étais entrepreneur, il me disait « je sais, c'est tellement dur de trouver un travail ». Et aujourd'hui, il regrette que je suis plus avec sa fille. Exactement comme les stand-uppers, qui travaillent leurs textes et les réactions du public. Le but étant d'optimiser les effets. Et cette science du storytelling trouve un écrin parfait sur YouTube. Mais comment ça se matérialise concrètement sur la plateforme ? Déjà, l'algorithme valorise littéralement ceux qui racontent les meilleures histoires, donc ceux qui arrivent à maintenir l'attention du public. C'est ce qu'on appelle la rétention sur YouTube, et ça n'est pas un hasard si c'est une des métriques les plus importantes à regarder pour faire décoller une vidéo. C'est pour ça que de très nombreux formats sont basés sur le storytelling, typiquement les storytime, les true crime, ou les threads d'horreur à la Squeezie. Prenez le succès de Feldup, un youtubeur qui raconte des anecdotes ou des faits divers dérangeants, il est exactement symptomatique de cette appétence toujours plus grande du public pour les histoires. Au-delà des enjeux de rétention, le storytelling remplit différents objectifs pour les youtubeurs. On a ceux qui légitiment leur rapport à l'argent avec un storytelling méritocrate, ou ceux qui se construisent un storytelling marginal pour polariser et rassembler un clan, exactement comme le fait Oussama Ammar. Et en dézoomant et en prenant de la hauteur, on parle souvent entre nous de ce qu'on appelle la Netflixisation de YouTube, avec les youtubeurs qui deviennent des personnages de série avec leur propre arc narratif. Pensez Lena Situation en Californie,
compagnie où Antoine BM se lance sur TikTok, avec des crossovers entre personnages comme Oussama Ammar et Yomi Denzel sur un canapé qui discutent crypto. J'ai aussi mis pas mal de temps avant de comprendre qu'Oussama utilisait le storytelling comme un outil pour appuyer ses propos et intensifier les effets. J'y croyais à ces histoires au début, mais en fait il peut s'approprier des histoires qu'il a entendues, en inventer s'il faut, optimiser celles qu'il a vraiment vécues par rapport à l'effet escompté. Tout ça, ça lui pose aucun problème. Ça soulève peut-être la question de la morale qu'on verra plus tard dans la vidéo, mais pour lui il n'y a rien de mal à ça. C'est un talent, la capacité de raconter des histoires. Un truc à travailler quoi. Pour lui c'est juste culturel si en France certains s'offusquent que les histoires soient pas forcément vraies. La fin justifie les moyens. Oussama a donc réussi à devenir le guide dans la quête d'un grand nombre de gens en se différenciant radicalement sur tous les éléments que je viens d'évoquer. Et à chaque fois il poussait les curseurs au max. Quand il joue une carte, il la joue à fond. Un guide suprême même, haussant son leverage à un niveau quasi religieux, qui poussait des gens comme moi à la radicalité, à essayer de faire un truc forcément énorme. Maintenant qu'on a vu spécifiquement les raisons du succès d'Oussama, voyons les mécanismes généraux qui régissent l'ascension d'un gourou. Déjà comme on l'a vu, un gourou a un branding. Il a donc une mission et il embarque autour d'un projet, une thématique. Un gourou est un produit, c'est-à-dire qu'il propose une expérience. Et par conséquent, les gens qui vont le suivre sont ses utilisateurs, partant de ce prérequis. Le mécanisme de croissance de son leverage se modélise comme pour toute croissance avec le modèle AR. Acquisition, on découvre Oussama avec une première vidéo YouTube. Activation, on expérimente la valeur. Et on comprend en quoi ce guide peut nous aider dans notre quête. Rétention, on continue à le suivre, à voir ses autres vidéos. Referral, on en parle, on partage. Ou bien on fait une action d'engagement qui permet de toucher d'autres gens. Et le revenu, eh bien j'en parlais en début de vidéo. Une fois le leverage médiatique créé, eh ben ça se monétise d'une façon ou d'une autre. Ça peut être plein de produits divers. Des livres, des formations, des coachings, des retraites, des abonnements à un club, des cotisations à une secte, des conférences, etc. Et la dernière possibilité, qui a été celle d'Oussama à ce moment-là, c'est le développement d'une autre entité sur laquelle il va s'adosser. On parle évidemment de The Family. Et on verra dans le prochain chapitre l'articulation entre ces deux entités justement, avec l'objectif du revenu qui explique beaucoup de choses sur tout ce qui se passe. Aussi, un gourou n'est pas forcément motivé par l'argent, mais ça se traduit in fine par une augmentation de l'influence, du pouvoir, du statut, etc. Des devises, comme on l'a vu, monétisables. La première étape essentielle est donc l'activation. En effet, un gourou a plus besoin d'un engagement très fort de très peu de monde que de faire de l'acquisition par exemple. S'il engage fortement un petit nombre de gens, le reste du modèle art suffira à faire grossir l'activité. Les gourous sont donc product-led growth, c'est-à-dire que c'est l'usage du produit qui fait grossir le truc. Et la puissance de cette activation va être un bon indicateur de la viabilité du modèle de croissance. Elle doit être forte et se baser sur des ressorts durables. Sinon, quand vous revenez par la suite avec d'autres prises de parole pour faire de la rétention, eh bien ça s'étiole, ça fonctionne de moins en moins. D'où l'intérêt pour un gourou d'être capable de reproduire des wow effects dans le temps, pour relancer la machine à engagement des adeptes qui sont là pour ça, pour comprendre la vie à travers les yeux du gourou. Et dans l'activation, il faut déclencher une émotion. Pourquoi? Parce que toutes les prises de décision, les passages à l'action, commencent toujours par une émotion. On a d'abord l'émotion et après, on cherche à justifier notre émotion par des raisons logiques. C'est donc l'émotion qui est touchée dans un premier temps, quand le gourou apparaît justement comme le guide idéal dans notre quête, pour assouvir nos aspirations profondes. Ça se passe grâce aux éléments de branding et à la mission comme on l'a vu. Et il y a des éléments qui reviennent à tous les coups chez les gourous. Déjà, une personnalité forte, charismatique. Certains le sont naturellement, pour d'autres ça se travaille, mais surtout ça s'optimise, en affirmant un point de vue différenciant, radical et clivant par exemple. C'est comme ça. Le clivage est un premier moyen d'engager facilement, et de faire une première segmentation dans l'audience. Il y a les pour, il y a les contre, et c'est très bien comme ça, on force à choisir. Draw a line, pick a side. Vous tracez une ligne et vous laissez les gens se positionner. Je les appellerais juste équipe bleue et équipe rouge, voilà. On retrouve pour ça des éléments de langage, du vocabulaire qui va donner de l'intensité. On extrapole. Ça c'est incroyable, ça c'est de la merde. On use de superlatifs. Cela joue bien entendu sur l'inconscient. Les marketeurs les plus chevronnés disposent même de listes de mots en fonction des émotions qu'ils ont envie de faire passer. Il y a par exemple les vanity words, si on veut faire passer un sentiment d'exclusivité et de valorisation, les trust words pour augmenter la confiance, les anger words pour attiser la haine de l'ennemi, les fear words pour accentuer la peur. Je vous mets le lien d'un article qui explique tout ça en description. Tout ceci permet de vendre des certitudes. Autre grande spécialité du gourou. 100% des japonais créatifs. Parce que les certitudes, ça touche les émotions de ceux qui ont besoin d'être rassurés. Autre indispensable du gourou, donner l'impression qu'il est le seul à détenir la vérité. Déjà, ça le rend unique, donc assez pratique en termes de positionnement sur un marché. Mais surtout, ça sous-entend qu'il y aura encore plein d'autres vérités à découvrir avec ce gourou. Ce qui crée un effet FOMO, Fear of Missing Out. Donc on a peur de rater quelque chose. C'est typiquement ce qui enclenche le plus l'adhérence, et donc la rétention dans le modèle art. Le dernier élément spécial gourou qui vient renforcer tout ça, c'est l'isolement. Moi contre le reste du monde, quoi.
Jusqu'à aujourd'hui, cette fabrique de la marginalité continue d'être construite consciencieusement par Oussama Ammar. Prenez la communication dans laquelle il a réagi au drama The Family. Dedans, il dit littéralement qu'il a été excommunié de l'écosystème startup. L'écosystème des startups, c'est tourné contre moi d'un seul coup. Mais en réalité, même quand il était en plein dedans, il cherchait déjà à s'en distinguer. Cette auto-marginalisation est aussi très efficace sur YouTube parce qu'elle enclenche un réflexe de défense de la part de l'audience. Typiquement sur une vidéo comme celle du Roi des Rats intitulée « Ces fois où les youtubeurs ont voulu me faire peur », dans laquelle il raconte les coups de pression et les intimidations qu'il a subies suite à ses enquêtes vidéo. Le public est d'autant plus scandalisé qu'elles viennent de youtubeurs beaucoup plus gros que lui. C'est le charme des outsiders. On préfère toujours se ranger derrière David que Goliath. Derrière Oussama Ammar que le grand méchant écosystème startup qu'il a en tout cas dépeint comme tel. Et oui, et je comprends, c'est tellement plus simple à gérer comme ça. Un manichéisme essentiel qui flatte tellement bien le cerveau humain. Si j'adhère au gourou, je fais donc partie d'une communauté exclusive, ceux qui ont raison, et tous ceux qui sont pas d'accord, ou qui critiquent mon gourou, bah c'est des haters, des jaloux. Et il est important de donner des munitions à ses fidèles contre les attaques extérieures, pour les aider à continuer à être manichéens. Et comme il n'y a jamais plus de cohésion et d'engagement dans une bataille contre un ennemi, les attaques sont finalement bénéfiques pour renforcer le statut du gourou. La puissance d'un gourou ne se mesure donc pas à sa capacité à convaincre tout le monde, parce que c'est pas possible déjà, mais bien d'engager très fortement un segment de gens pour favoriser la croissance dans son modèle art. Donc quand on voit un gourou faire un truc qui se met à dos une partie de la population, il faut savoir que c'est volontaire. Tiens! Ce que pensent ceux qui sont pas d'accord, c'est pas qu'ils s'en foutent, c'est que ça va l'aider à toucher les émotions, à engager. L'ensemble de ces caractéristiques inhibe de facto le sens critique et la raison de ses fans. Et une fois qu'on a touché aux émotions, ça peut être important de faciliter l'accès aux raisons logiques, pour permettre d'aider à rationaliser l'émotion et la justifier. Et un des arguments d'autorité les plus efficaces sur YouTube et au-delà, c'est bien évidemment la flopée d'experts qui se légitiment par leurs études ou leurs expériences professionnelles. C'est un phénomène assez récent sur YouTube, puisque avant que la plateforme ne se professionnalise, il y avait très peu de youtubeurs qui utilisaient leur track record pour se légitimer et se différencier. Aujourd'hui, c'est assez amusant d'aller voir quelqu'un comme Ali Abdaal, par exemple, qui a affiché Cambridge et sa profession de docteur à peu près partout où c'était possible, de son à propos à sa bannière. De même pour Mark Rober, dont le à propos ressemble à une bio LinkedIn. On est en plein dans le trope du youtubeur qui se présente comme un ex quelque chose pour se légitimer. Une des niches les plus prestigieuses étant les ex-FANG, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google. Cette envie de capitaliser sur son track record d'ex-FANG est tellement exacerbée qu'on se retrouve avec des niches de conseils de carrière qui se développent pour vous expliquer combien de temps il faut rester en 9 to 5 dans une entreprise tech avant de créer sa startup pour pouvoir optimiser cette preuve sociale et en tirer le meilleur parti lors de la levée de fonds. Mais pourquoi est-ce qu'on voit ce ex-FANG se massifier partout, autant sur YouTube que sur TikTok? Eh bien évidemment parce que c'est un argument d'autorité très bankable, particulièrement depuis la pandémie où on a vu surgir une nouvelle niche sur TikTok. C'est ce qu'on appelle le Tech Talk. Des employés de GAFAM qui vloguent des Day in My Life chez Meta extrêmement enviables, avec cantine bio gratuite ou encore salle de sieste, et qui vous proposent des formations pour transitionner vers la tech. Et donc on se retrouve dans une situation lunaire où des employés tech font de la propagande sur TikTok pour pousser les jeunes à avoir envie de rejoindre Google, alors que eux-mêmes sont en train d'essayer d'en sortir et de se construire une carrière de coach sur les réseaux sociaux. Surtout, ce type de légitimation par les études ou par l'expérience ne prend pas du tout en compte le biais du survivant et les facteurs socio-économiques qui ont permis à ces individus d'intégrer ces grandes écoles ou entreprises. Évidemment, on se retrouve avec exactement le même type de légitimation dans l'écosystème startup, avec d'un côté les ex-HEC, ex-Sciences Po, ex-Polytechnique et les autres. Par exemple, Alexandre Pro de Canto ou Stanislas Niox-Chateau de Doctolib. C'est très simple. En France, il existe 24 startups valorisées à plus d'1 milliard de dollars, et 25% de ces licornes ont été créées par des ex-HEC. Et ce qui est fascinant à analyser, c'est que les entrepreneurs qui ne sortent pas d'une grande école de commerce ne peuvent pas faire comme si de rien n'était. Ils ont deux possibilités pour se distinguer. Premier choix, ils se positionnent sur cette fameuse phrase d'Elon Musk.
Je ne suis pas allé à Harvard, mais les personnes qui travaillent pour moi en sont diplômées. Deuxième choix, il décide de se positionner en opposition à ce milieu et à le rejeter en bloc. Et si vous connaissez Oussama Ammar, ça doit vous rappeler quelque chose. Et en plus, on l'apprend pas dans les grandes écoles de commerce. On se retrouve avec HEC sur toutes les bouches, de ceux qui en sortent et qui ne peuvent pas s'empêcher de le mentionner partout, et de ceux qui n'en sortent pas et qui se construisent en opposition. Comme Anthony Bourbon, le CEO de Feed, qui a totalement inscrit dans son storytelling son parcours non traditionnel vis-à-vis des études. Regardez la manière dont il se définit sur LinkedIn. Il ne dit pas ce qu'il est, mais ce qu'il n'est pas. Complete opposite of the stereotypical HEC startup founder, l'opposé complet du fondateur de start-up cliché sorti d'HEC. Voilà, on a fait le tour pour la partie activation et la façon dont les gourous se positionnent pour engager. Par la suite, la rétention se travaille évidemment par la fréquence d'apparition. Mais comme on l'a vu, pour maintenir la flamme, il va falloir essayer de recréer des émotions à chaque fois. Les mauvais gourous feront juste de la surenchère, les autres seront plus dans la recherche de nouveaux angles. Et il y a aussi un autre truc dans l'effet gourou qui facilite cette rétention. C'est l'effet de halo, un autre biais cognitif. C'est-à-dire que si j'estime que mon gourou est intéressant, eh bien je vais partir du principe qu'il est forcément intéressant sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir. Et je pourrais même le défendre s'il venait à être accusé de quelque chose. Si une personne a certaines qualités, comme au hasard plein d'abonnés, une belle gueule à l'écran, un montage qui lui donne de l'assurance et du dynamisme, on va automatiquement et inconsciemment lui prêter d'autres qualités. Alors que c'est peut-être complètement faux. La personne peut être complètement sympathique à l'écran et être une gigantesque merde humaine dans la vraie vie. C'est un peu comme si notre cerveau leur donnait le droit de donner un avis recevable sur des sujets sur lesquels on n'a pourtant aucun élément logique qui permettrait de rationaliser notre émotion. Et quand on est arrivé là, on est au max. Le gourou qui a un avis sur tout, c'est des possibilités de rétention infinies. Il peut bien passer au crypto du jour au lendemain. Ou je sais pas quelle connerie de buzzword. Ça sera forcément intéressant. Pour le referral, bien sûr si on a touché aux émotions, et si les gens se sentent investis de la mission contre l'ennemi, on aura donc plus de bouche-à-oreille et plus de partage naturellement. Mais il se passe une autre forme de referral moderne liée aux plateformes sociales, c'est la boucle d'engagement social, qui de par l'engagement des consommateurs de contenu, va encourager les algorithmes à recommander le contenu à d'autres personnes. Du referral involontaire quoi. Avoir des haters est d'ailleurs pour Oussama un levier de referral bien identifié, il nous l'explique très bien. C'est que moi j'aime beaucoup mes haters parce que quand même ils sont une des sources de ma viralité. Et c'est typiquement le cas sur YouTube. Si le taux de clic sur la vignette et le watch time est très bon, l'algo s'emballera. Et le clivage créé participera à cet emballement. Et oui, parce que YouTube devient the place to be si on veut devenir un gourou. L'effet gourou a bien sûr toujours existé, mais sur YouTube ça prend une toute autre tournure. Pour bien comprendre la plateforme, il faut savoir ce que les gens viennent chercher. Et ça va nous aider à comprendre l'impact d'Oussama Ammar. Sur YouTube, on peut apporter de la valeur de 3 façons. Inspiration, information, divertissement. Le plus souvent, une vidéo remplit un des 3 objectifs. Du moins, elle essaye. Je compte plus les vidéos informatives où j'ai rien appris, les vidéos divertissement qui m'ont pas diverti, et les vidéos inspirantes qui le sont pas. Du genre, je prends une douche froide tous les matins. Encore une fois, ceux qui font la même chose que les autres ne se différencient pas et espèrent obtenir des résultats se trompent lourdement. Quand une vidéo apporte vraiment une de ces 3 valeurs, elle fait le taf. Quand elle apporte 2 valeurs, là, vous tenez quelque chose de puissant. Et c'était le cas avec Oussama, car finalement, il apporte pas juste de l'information théorique, des histoires qui captivent et divertissent, des points de vue différenciants qui font des wow effects. Il inspire. Il pousse son audience à oser. En ça, il est théoriquement un bon client pour l'algorithme. Moi perso, je connais des gens qui écoutaient Oussama Ammar pour faire du sport par exemple. Autre particularité de YouTube avec les gourous et les effets qu'ils essaient de créer, c'est qu'il y a beaucoup moins de limites, de garde-fous. Dans le monde de YouTube, on peut réussir à toucher aux émotions, mais si on n'a pas d'arguments logiques à mettre en avant pour justifier les émotions, pour certains c'est pas grave, ils vont les créer de toutes pièces. Pour reprendre l'exemple de Yomi Denzel, que j'ai déjà traité dans une vidéo, il avait besoin d'arguments d'autorité pour se crédibiliser, alors il les a achetés. En passant par la régie pub de Forbes, on peut se payer un article et une interview télé avec le tampon Forbes, dans des studios spécialement créés pour ça. J'ai forcément une question qui me brûle les lèvres. Comment on fait finalement pour passer d'étudiant fauché à millionnaire? Pour pouvoir dire par la suite que Forbes parle de nous et mettre le tampon sur sa landing page. Mais on voit que sur YouTube, on peut aller beaucoup plus loin dans l'invention que juste inventer des histoires pour enjoliver ses propos. Mais est-ce que c'est grave en fait? Dans un monde médiatique traditionnel, oui, c'est un coup à être grillé définitivement. Mais sur YouTube, si certains ont vu le mytho, c'est pas très grave. On s'en fout par rapport au volume de ceux qui l'ont pas vu. Si on a réussi à créer un effet gourou, au pire, on n'aura qu'à dire que ceux qui critiquent, c'est des haters, des jaloux. Mais par contre, ailleurs, ça passerait pas, ça. Il y a qu'à voir l'énergie que met un Idriss Aberkan à défendre la véracité de son CV, justement parce que ses intérêts ne passent pas que par YouTube.
Pour lui, ne plus avoir de relais médiatique classique et institutionnel est une manne qu'il perdrait. Mais l'effet gourou a cela de magique qu'il se crée naturellement sans forcément le chercher en fait. Donc on peut pas vraiment savoir sur YouTube qu'est-ce qui relève de la volonté d'utiliser cet effet, de ce qui relève d'une conséquence non désirée initialement. Mais ce qui est sûr, c'est que tous ceux qui s'expriment sur YouTube bénéficient de cet effet gourou, et moi y compris. Et alors à votre avis les filles, pourquoi YouTube est une machine à créer des gourous? Eh bien déjà, c'est très intéressant de se plonger dans le nom que le public donne à certaines communautés sur YouTube. En anglais, on les appelle les beauty gourous. Même chose sur la niche tech, avec les tech gourous. Au-delà de ces dénominations, il y a vraiment une spécificité à YouTube qui encourage l'effet gourou. Pour percer sur YouTube, il faut avoir une niche identifiable, avec une audience qui est capable, en un coup d'œil, de catégoriser le YouTuber à qui elle a affaire. Et pour devenir le réflexe top of mind de l'audience sur un sujet, les YouTubers ont tout intérêt à en faire des caisses et à saturer leurs vidéos de gimmicks et de slogans, comme nous avec l'économie des créateurs de contenu, ou toi avec art. Ça veut dire acquisition, activation. Il y a même des créateurs qui se positionnent en opposition à cet effet gourou, comme Ali Abdaal et son fameux slogan « Sois un guide, pas un gourou ». Sur YouTube, l'effet de halo dont tu parlais est souvent exacerbé quand il s'applique à des études ou à une expérience professionnelle valorisée socialement, parce que ce sont des éléments très différenciants sur la plateforme. Prenons l'exemple de Hugo Décrypte. Le fait qu'il ait fait Sciences Po est très notable sur YouTube parce qu'il n'y a pas énormément d'alumni de Sciences Po sur la plateforme. Alors que si Hugo Travers était juste un journaliste traditionnel qui avait fait cette école, ça serait beaucoup moins marquant. Il y a beaucoup de journalistes qui sortent de cette école. L'effet de halo lié aux études sur YouTube, on l'a vécu au premier degré sur notre propre chaîne. Quand on a commencé, on n'avait pas du tout mentionné ce qu'on faisait ou nos expériences professionnelles. Et on a décidé de faire une expérience dans notre vidéo sur Hugo Décrypte. On a révélé pour la première fois qu'une de nous sortait aussi de Sciences Po Paris. Et là, on a vécu un basculement dans la manière dont on était perçu. Par exemple, on s'est mise à être retweeté par certains youtubeurs de la niche vulgarisation, ce qui n'était pas arrivé avant. Et surtout, ça a auréolé toutes nos analyses de Laura Sciences Po, alors qu'elle n'avait pas grand chose à voir. Et ce, pour le meilleur ou pour le pire. Maintenant, quand on se fait critiquer, Sciences Po revient souvent. On va nous dire « Ah, c'est ça le niveau Sciences Po, c'est n'importe quoi, etc. » Et c'est intéressant parce que Sciences Po, ça n'est qu'une toute petite partie de nos diplômes ou de nos expériences professionnelles. Mais ça attire une aura d'expertise et aussi de critique sur tout ce qu'on fait, même quand ça n'a rien à voir. Au-delà de l'effet de halo, vous avez probablement en tête le fameux lien parasocial sur YouTube qui lie les vidéastes avec leur public. Et évidemment, ce lien peut contribuer à renforcer l'influence d'un YouTuber sur son audience. Mais en vérité, ça n'est pas à 100% le cas chez Oussama Ammar. Il fait très peu de facecam, et la plupart des vidéos de lui, ce sont des vidéos où il parle à un public. C'est très intéressant qu'il ait choisi ce format pour exprimer ses idées parce que, certes, ça enlève ce lien parasocial direct, mais ça lui ajoute la preuve sociale. On voit une très grande audience l'écouter et ça donne plus de crédibilité à ses idées. Exactement comme certains infopreneurs qui mettent la photo de leur TEDx en photo de profil pour jouer sur la même preuve sociale. Je sais des trucs et je les dis devant des gens. D'autant que c'est un format très subtil pour attirer des spectateurs à lui. Regarder Oussama parler à son public de l'extérieur, ça peut déclencher des sentiments très puissants chez les spectateurs YouTube. Soit ça crée une FOMO, et ça donne envie de rejoindre le groupe en contact direct avec Oussama Ammar, soit ça donne un sentiment de recul très appréciable sur la situation. On se retrouve avec l'impression de regarder le contenu avec de la distance, presque au second degré. Et on se dit, d'accord, je regarde Oussama Ammar, mais au moins, je ne suis pas comme les personnes qui ont payé pour assister à sa conférence en direct. Ça donne un nouvel incentif pour regarder ses vidéos et ça crée indirectement de la confiance car on a l'intelligence de la regarder de l'extérieur. Oussama Ammar est donc un gourou qui fait grossir sans leverage. Un leverage qui s'avère bien entendu monétisable, à coup de conseils, de confs, d'intermédiation, etc. On peut le voir comme une entité indépendante. Mais pour mieux comprendre l'évolution qu'Oussama a suivie, il faut dézoomer. Oussama était une entité de l'écosystème de marque The Family. Donc si la croissance du leverage d'Oussama était modélisable selon son propre art, cela s'articulait avec le art plus global de The Family. Et dans tous les cas, ce qu'on cherche à optimiser, c'est le art principal, et notamment le dernier R de revenu. Et pour vraiment comprendre quels étaient les tenants et les aboutissants de cette articulation, il faut répondre à une question. Quel était le business model de The Family ?
La marche à suivre, et c'est rarement ce qu'on retrouve d'ailleurs, c'est de commencer par le business model, puis venir proposer derrière l'expérience correspondante. Comment je vais gagner de l'argent va me permettre d'aligner l'expérience proposée, le produit, l'histoire que je vais raconter et le message marketing. Et alors comment The Family comptait gagner de l'argent? En détenant des parts minimes dans des boîtes et en espérant de très fortes valorisations, avec des exits, quand leur pourcentage vaudrait des millions. Pour que ce soit vraiment rentable, il fallait qu'un maximum de boîtes obtiennent des valorisations énormes. Et si ça doit être que 1 sur 100, on s'en fiche. The Family n'avait finalement que très peu d'intérêt de détenir un pourcentage minime de parts d'une armée de PME moyennement rentable. Donc, dans leur intérêt financier, il fallait pousser à toujours plus de scalabilité. Pousser à la forte croissance ou rien. Pousser au jeu de la valorisation des boîtes. Il fallait donc mettre dans la tête des entrepreneurs le mindset go big or go home avec un objectif de conquête du monde. Aller le plus vite possible, grossir le plus vite possible. Et là, du coup, on comprend mieux l'intérêt d'avoir un personnage radical et inspirant comme Oussama. Pour que tout le monde essaie de devenir une licorne. Et dans le tas, y en a bien qui vont y arriver en fait. Mon seul métier, c'est de les aider à donner le meilleur d'eux-mêmes dans leur singularité. C'est de leur dire, vas-y, pousse le truc à bout, vas-y, sois encore plus dingue, plus fou. Et ça les rassure, ils se disent, putain, ouais, il doit savoir ce qu'il fait, quoi. Pas vraiment. Et ça a été le cas pour quelques boîtes. Capitaine Train qui a été revendu 200 millions, Algolia aussi. Alors par contre, il y en a d'autres qui se sont crachés sévères en voulant grossir trop vite. On pense notamment à Save évidemment et son fondateur Damien Morin. Et puis il y a eu plein d'autres petites boîtes qui ont abandonné parce que ça décollait pas spécialement et parce qu'elles avaient finalement jamais envisagé la possibilité d'être juste des petites boîtes un peu rentables en fait. Oussama était donc le porte-étendard de The Family et le branding de l'entité Oussama s'intégrait parfaitement avec l'écosystème The Family. Il incarnait dans son personnage des valeurs et une mission en phase avec The Family et ses objectifs business. Il était un outil growth marketing pour The Family. Cette stratégie de l'incarnation, quand on adosse un personal branding à une boîte, est une stratégie qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui. Des boîtes qui auraient sûrement jamais grossi autant qu'en profitant du modèle art de leur fer de lance. Oui, c'est exactement le cas d'Anthony Bourbon, le CEO de Feed. Il admet frontalement que Feed a décollé quand il a réorienté le storytelling de la boîte autour de lui. De manière plus controversée, on a des CEO qui ont joué sur cette stratégie de l'incarnation pour brouiller les pistes. L'exemple le plus scandaleux, c'est bien sûr Elizabeth Holmes de Theranos. Ce qu'il s'est passé avec Elizabeth Holmes est incroyable. Une jeune femme de 19 ans qui débarque de nulle part, qui imite Steve Jobs jusque dans la caricature du col roulé noir et qui lève des millions pour sa start-up révolutionnaire. Elle a prétendument inventé une technologie qui permet de faire 1000 analyses sanguines en 1 heure à partir d'une seule goutte de sang. Elle monte très haut, est décrite comme une prodige par Bill Clinton et comme une visionnaire par Joe Biden, et fait la une de Forbes en tant que milliardaire la plus jeune de la Silicon Valley. Jusqu'à ce que le château de cartes s'écroule brutalement en 2016, on se rend compte que l'entreprise sous-traitait ses analyses de sang à des labos traditionnels et que la technologie n'avait jamais abouti. Un cas qui a défrayé la chronique et qui montre tout ce qu'on peut construire à partir d'une incarnation forte. Moi, quand je pense à incarnation en France, je pense immédiatement à Justine Hutto et Respire. L'histoire de l'articulation entre la marque Respire et sa fondatrice est un super exemple des jeux d'articulation entre une entité et l'écosystème de marque. Les différents arts et la façon dont l'incarnation est un levier incroyable de croissance. Au tout départ, Justine Hutto, elle arrive à créer un leverage autour d'un compte Instagram sur le running, qui s'appelle Justin Run. Elle arrive à une communauté plutôt engagée de 10 000 abonnés. À partir de là, elle s'est demandé comment utiliser ce leverage, comment le monétiser. Et de là, elle est partie sur la création d'une marque de déodorant, qui finalement, initialement, est juste un autre produit dans son écosystème de marque mené par sa personne. La façon dont elle a embarqué son audience dans une aventure entrepreneuriale autour du crowdfunding, et sa mission pour produire enfin un déodorant sain dans un écosystème toxique, tiens, ça me rappelle quelque chose. C'est juste une masterclass. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet si ça vous intéresse. Alors, on peut décider d'incarner sa marque ou non. Je pense notamment à la marque Petit Bambou, que les fondateurs ne veulent surtout pas incarner, par exemple. C'est ok, mais dans ce cas, il faut savoir qu'on se prive d'un levier de croissance existant et d'une richesse supplémentaire en termes de brand asset, d'association d'idées dans le cerveau de l'audience. Il y a une autre manière de se construire un brand asset dont a aussi profité Oussama Hamar, en capitalisant sur l'aura de la tech pour profiter du halo valorisant autour de cet écosystème. Yann, tu nous racontais en off que certaines personnes qui ne travaillent pas dans la tech
peuvent avoir une FOMO par rapport à ce milieu. Et ce qui est fou, c'est que même les gens qui travaillent dans la tech ont une FOMO par rapport à ce qu'ils appellent la next big thing, le fait de toujours avoir un coup d'avance dans l'écosystème. On l'a très bien vu avec l'engouement de certains pour les NFT. Il n'y a pas de raison que je prenne pas le train tout de suite. Une autre des dimensions sur lesquelles a joué Oussama Ammar, c'est que même au sein de l'écosystème tech, il y a des rivalités de mode de vie entre les salariés et les entrepreneurs. L'aura et la symbolique autour de la tech sont tellement bankable que des entreprises vont jusqu'à couler pour avoir essayé d'en profiter. Des entreprises qui n'ont absolument rien à voir avec ce milieu, se prennent d'une obsession pour la tech et essayent de rebrander leur boîte en reprenant les codes tech. Par exemple, la marque de maquillage Glossier, dont la CEO Emily Vess était fréquemment décrite par ses employés comme godlike, similaire à une divinité ou gourou. Emily Vess était obsédée par l'idée de transformer Glossier en entreprise tech, notamment pour augmenter ses prix, mais l'expérience s'est terminée en fiasco. En avril 2022, elle a dû licencier un tiers des employés Glossier, particulièrement dans leur département tech. À partir de là, Glossier a dû basculer en assumant d'être une marque de cosmétiques, et dans un email, la CEO a admis avoir été distraite par certains projets stratégiques, donc sa fascination pour la tech, ce qui l'a poussée à commettre des erreurs de recrutement. Même mécanisme pour WeWork, une entreprise qui louait des espaces de coworking. WeWork était incarné et auto-centré autour de son CEO, Adam Neumann. Neumann était perçu comme un visionnaire. Ses employés ont révélé que la culture d'entreprise était cult-like, s'apparentant à une secte. Il a tellement poussé la caricature du CEO tech qu'il est même devenu un mème de tech gourou. Après son entrée en bourse, la valorisation de WeWork s'est écroulée et WeWork est apparue pour ce qu'elle était vraiment, une tentative de faire passer un banal espace de coworking en un mouvement culturel, d'après Vanity Fair. Comme Glossier, WeWork est donc l'histoire d'une boîte dont le CEO était obsédé par l'idée d'en faire une boîte tech et d'appartenir à cet écosystème, notamment pour faire monter la valorisation et créer une FOMO, alors qu'il s'agissait tout simplement d'une entreprise de coworking. J'ai été sous l'emprise d'Oussama. Et je suis toujours un petit peu, parce que quand il intervient quelque part, ça m'arrive d'aller écouter. Et avec plaisir d'ailleurs. C'est juste que maintenant, quand je l'écoute, je comprends ce qui se passe. Il y a deux niveaux de lecture en fait. C'est comme un dessin animé Pixar, il y a l'histoire pour les enfants et les trucs que comprennent les adultes. Avec Oussama, vous pouvez tout à fait le croire sur parole sur le fond, ou alors vous pouvez juste apprécier ses qualités d'orateur. Admirer comment il déroule, ou même vous laisser inspirer ou motiver. Comme pour énormément de monde, mon parcours personnel est lié à lui, que je le veuille ou non. Et on va pas faire genre, je serais pas là aujourd'hui s'il n'avait pas existé. Ce qui est valable pour une très large génération d'entrepreneurs francophones, qu'on l'aime ou pas, qu'on lui reconnaisse ses qualités ou non, qu'on admette ses défauts ou non. C'est sous son emprise que j'ai notamment découvert le modèle art de Dave McClure. Et ça a été une épiphanie pour moi. C'est sous son emprise qu'on a décidé de postuler à The Family avec mes associés en 2015 avec la startup LP. Et dans notre tête, c'était ça ou rien. J'étais tellement endoctriné que pour moi, les autres incubateurs de la place, c'était forcément des nazes. En fait, on est entré à The Family pour Oussama. Mais une fois à l'intérieur, c'est pas lui qui faisait tourner le truc, pas du tout. Ceux qui nous conseillaient, c'était Balthazar Delavergne, Alice Zaguri, Gilles Barbier, même Nicolas Collin une fois, et plein d'autres experts. Et franchement, The Family, c'était quand même quelque chose d'incroyable. J'ai pu faire plein d'ateliers de growth hacking, de branding, et c'est d'ailleurs grâce à Alice que j'ai compris la puissance du branding. J'ai même suivi des cours de pitch en anglais tous les samedis avec une prof de théâtre américaine. Tout ce qui était proposé, c'était ouf. Et puis il y avait les dîners grandioses, les fruits qu'il y avait tout le temps sur les tables partout. Mais Oussama était là sans être là. Il y avait bien un Slack des fois où il répondait, mais pour avoir un entretien avec lui, il fallait avoir une très très bonne raison. Normal, il y avait tellement de fanboys qui voulaient lui parler juste pour lui parler. Donc la scène où on imaginait qu'il passait 4 heures avec nous pour revoir notre stratégie globale, elle n'a jamais existé en fait. On a fini par comprendre que finalement la seule raison pour laquelle on voulait traîner avec lui, c'était pour aller au bout de l'effet gourou. On voulait un bout d'Oussama en fait. Et c'est marrant parce qu'il a sorti une offre où il vend des demi-heures de consulting pour 250 €. Quand il a publié ça, il s'est fait immédiatement tomber dessus. Comme quoi c'était une arnaque. Bon après, il s'en doutait, clivage et compagnie, c'était un peu fait exprès. Eh ben, je suis pas d'accord, je trouve pas que c'est une arnaque, moi. Parce que finalement, ça va vraiment au bout de la démarche. Vous voulez un bout d'Oussama? Eh ben, vous l'achetez. Est-ce que vous aurez des bons conseils pour votre boîte en une demi-heure? Peut-être, peut-être pas. Pas vraiment. 50-50, quoi. Si je vous dis c'est génial ce que vous faites, et après vous réussissez, ça veut juste dire que j'ai eu de la chance. Il a pas raison, il l'inspire.
Et c'était déjà le cas avant, dans les heures de gloire de The Family. Il n'était pas là pour avoir raison, il était là pour inspirer, pour pousser à faire des choix radicaux. Il n'y a que dans nos têtes biaisées qu'il avait raison en fait. Si vous prenez les choses comme des dogmes, c'est finalement pas la personne qui vous la donne de la façon la plus simple possible qui est responsable, c'est vous. Je me rends compte très bien du leverage que crée cet effet gourou aujourd'hui, mais dans l'autre sens. Il y a des gens qui me contactent juste pour me parler. Ils ont rien de spécial à me proposer, ils veulent avoir une conversation avec moi, ils veulent un bout de moi, mon avis sur leur truc. Le fait d'avoir une chaîne YouTube me place automatiquement dans cet effet gourou également. La différence, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce levier une fois qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait l'utiliser. Car cette volonté d'utiliser ce levier, ça commence au départ par une chose très simple. Vouloir avoir l'air smart. Et même vouloir avoir l'air plus smart que les autres. On se rend compte de l'aura et de l'influence que peuvent avoir les gens qui disent des choses smart, et on veut nous aussi avoir l'air smart. Mais être smart et avoir l'air smart, c'est deux choses différentes. When I was a kid in Queens and I had no money and I had nothing and I needed to save myself, the way I got out was by sounding smart, not being smart, sounding smart. That was the skill I perfected. Quand Oussama passe une nuit à étudier l'histoire des Vikings, il en parle dès le lendemain en conf. Il exploite tout de suite sa connaissance, en faisant un parallèle entre les Vikings et l'entrepreneuriat, wow effect garanti. Il a identifié ce qui plaît et il le sert. Sa curiosité est un atout qu'il exploite pour avoir l'air toujours smart. Et quand on commence à avoir une petite audience, on tombe très facilement là-dedans. Mais jusqu'où on va exploiter le filon? C'est ça la question. Car si c'est juste l'effet désiré qui nous intéresse, et que ça devient plus important que le fond de ce qu'on raconte, on est clairement sur la voie du gourou. Quand on abandonne le levier effet gourou qu'on a sur les gens, c'est quand on se pose cette question. Would I still be interested in learning this thing if I couldn't ever tell anybody about it? Est-ce que je suis en train d'apprendre ce truc uniquement pour le réexploiter dans la création d'influence sur une audience? Ou est-ce que ça m'intéresse vraiment et que ça pourrait rester privé? Par contre, contrairement à ce que peut dire Naval, je pense pas qu'on abandonne vraiment ce levier un jour. Et même lui. Alors je suis pas meilleur que les autres, j'utilise forcément cet effet gourou à des fins mercantiles, à un niveau de morale qui serait sûrement inacceptable pour certaines personnes. Et le problème de ce leverage, c'est comme le problème de tous les leverages en fait. C'est à partir du moment où on peut en abuser. Donne du pouvoir à quelqu'un et on va voir ce qui se passe. La morale étant une échelle relative, on va avoir du mal à se mettre d'accord sur à quel moment Oussama devient une ordure ou pas. Ce qui est sûr, c'est que les qualités qui lui ont permis de mieux enjoliver, de mieux baratiner, de mieux engager les gens et d'acquérir le leverage qu'on lui connaît, sont aussi ses défauts. C'est les deux faces d'une même pièce. Je vais faire une analogie douteuse, mais on peut pas reprocher à un séducteur de séduire. Alors on tombe sous son charme, on le trouve génial, et puis après on découvre que c'est un séducteur, et qu'en fait il séduit d'autres personnes. Et donc c'est une ordure. Ses qualités sont ses défauts, ça va avec. On m'avait donné des étudiants à mentorer ZEP pour rentrer à Sciences Po. La première année que j'ai fait ça, j'ai été catastrophique. D'abord, en plus, je l'ai pas passé le concours, donc en fait, j'en savais rien. Quelle idée d'avoir confié à ça. L'année d'après, on m'a reconfié quelqu'un. Bon, ça a été tellement une catastrophe la première année. Je sais pas pourquoi on me les a confiés une deuxième année. Je devais aller boire un verre avec un ami. On va rompre la glace, elle va venir avec moi. Et elle va rencontrer ces gens-là et on va faire la fête. Et il s'avère que ce type a fait Sciences Po et que tous les gens à la fête, 80% d'entre eux avaient fait Sciences Po. Et puis on est sur le chemin du retour et elle me dit, mais les gens là, ils ont fait Sciences Po, mais ils ont pas l'air super impressionnants. Mais je comprends pas ce que tu veux dire. Non, rien. Et ben elle a eu Sciences Po la main. Puis maintenant, elle a rentré à l'ENA. Pourquoi? Pouvoir de la référence. Cet extrait m'a toujours marqué car c'est très anecdotique, mais en même temps très révélateur. Parce qu'on voit clairement qu'il a aucune idée de la pertinence qu'il peut avoir par rapport à la mission qu'on lui propose, mais il s'en fout complètement. Si des gens sont prêts à payer, tant pis pour eux, il prend. On est très loin du syndrome de l'imposteur, plutôt face à quelqu'un qui l'a embrassé avec cynisme. Et tant pis si un jeune de ZEP rate ses études, lui ça le fait marrer. L'année d'après, rebelote. Il réaccepte la même mission pour laquelle il a échoué, en sachant donc que c'est pas du tout la bonne personne pour la mission, et qu'il risque de ruiner les études d'un autre élève de ZEP. Alors on pense à ce jeune, on a de la peine pour lui, on se dit que c'est sûrement pas la première fois ni la dernière qu'Oussama utilise son leverage et les qualités qu'on lui prête pour son propre intérêt et contre l'intérêt de ses fans. Et puis on commence à se dire, attends mais si l'histoire était pas vraie en fait, si c'était juste un truc, encore une fois un peu romancé, juste pour appuyer le propos, et l'idée qu'il voulait mettre dans la tête de son audience à ce moment-là. Pourquoi? Pouvoir de la référence. Est-ce que ce serait plus grave ou moins grave? Et c'est la magie d'Oussama Ammar. Son ancien collègue à Ipios, Klaus Spiedel, dit de lui qu'on se demande toujours quelle est chez lui la part de fumée et quelle est la part de flamme. Et même si Oussama déteste cette phrase, c'est malheureusement ce qui définit le mieux le personnage qu'il a créé.
Et qu'on soit clair, je parle pas de la personne réelle qui est derrière. Je parle du personnage Oussama Ammar, celui dont il a joué très consciemment. Il a profité de cet outil pour créer son culte. The Family aussi, on a joué de cet outil. Et moi, avec cette vidéo, j'en joue également.